Depuis des années, Dwayne Keefe D. Davis parle de son implication dans le meurtre de Tupac Shakur. Dans des interviews, des podcasts et même un livre, Davis n'a cessé de donner des indices sur ce qui s'est passé cette nuit-là, révélant même l'identité du meurtrier présumé et jetant l'opprobre sur un puissant magnat du rap. Depuis, il a été inculpé par un grand jury et s'est caché derrière les barreaux, ce qui a amené les gens à se demander ce qui lui était vraiment arrivé en prison. Le parcours de Keefe D jusqu'en prison. C'est une histoire de trahison, de meurtre, d'amitié et de secret qui, depuis près de 30 ans, a toujours suscité plus de questions que de réponses, mais cela pourrait bien être sur le point de changer. Depuis que Keefe D a été, disons, libéré de sa liberté, il a été rapporté qu'il était devenu un peu reclus. Selon les rapports, il a refusé la demande d'interview, et les dossiers judiciaires ont révélé qu'il n'avait même pas d'avocat dans le dossier. En outre, pratiquement tous les messages envoyés à lui et à sa femme depuis le 17 juillet sont restés sans réponse. En fait, il a tenté de disparaître. Pour comprendre ce qui lui est arrivé en prison, il faut remonter dans le temps et examiner les événements qui l'ont conduit derrière les barreaux. Keefe D est né dans les rues de Compton, en Californie, une ville connue pour ses gangs et sa violence. Ayant grandi dans un quartier qui s'est transformé de manière spectaculaire avec le départ des familles blanches, Keefe D s'est trouvé entraîné dans une vie de criminalité et d'appartenance à un gang. Dans les années 1970, Davis croise le chemin de Marion Suge Knight, l'influent PDG de Death Row Records, qui jouera plus tard un rôle important dans l'histoire de Tupac Shakur. C'est à cette époque que Davis se lie avec les Southside Compton Crips, un gang notoirement connu pour son implication dans le trafic de drogue et d'autres activités criminelles. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans le monde des Crips, Davis monte rapidement en grade et finit par devenir un chef de file du gang. Sa réputation de gangster endurcie grandit et il devient une figure importante de la communauté de Compton en tant que tireur capable de faire bouger les choses pour le gang. Cependant, les activités criminelles de Davis ont fini par le rattraper, ce qui l'a conduit à être emprisonné pour trafic de drogue entre 1985 et 1989. Derrière les barreaux, il n'a pas été réhabilité, ce qui est pourtant le but de la prison. Au contraire, il a renforcé son statut de figure crainte et respectée au sein du gang, consolidant ainsi sa place dans le monde criminel de Compton. En 1996, le Crip Shot Caller endurci a joué un rôle extrêmement important dans le meurtre de l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, Tupac Shakur. Ce meurtre n'a pas été élucidé pendant près de 30 ans, et le fait que les forces de l'ordre aient finalement arrêté Keefe tient du miracle. La sœur de Tupac a expliqué la gravité du moment en déclarant « Il est important pour moi que le monde, le pays, le système judiciaire et notre peuple reconnaissent la gravité de la disparition de cet homme, mon frère, le fils de ma mère, le fils de mon père. » Si cette arrestation peut surprendre les fans de Tupac, elle n'est pas si inattendue que cela pour ceux qui suivent l'affaire depuis quelques années. Greg Kading, inspecteur de la police de Los Angeles aujourd'hui à la retraite, a d'abord été chargé de diriger une équipe spéciale chargée d'enquêter sur les meurtres de Tupac Shakur et de Biggie Smalls. Si vous vous souvenez bien, Biggie est mort peu de temps après Tupac, et il a longtemps été suggéré que les deux meurtres étaient liés l'un à l'autre. Kading pense que les affirmations de Keefe au fil des ans sont la seule raison pour laquelle les forces de l'ordre se sont intéressées de nouveau au cas de Tupac, et son arrestation ultérieure n'est pas le moins du monde surprenante. Lors d'une interview, Kading a déclaré « Il Keefe s'est placé au cœur de la conspiration. Tous les autres conspirateurs ou participants directs sont morts. Keefe D est le dernier homme debout parmi les individus qui ont conspiré pour tuer Tupac. » Comme je l'ai mentionné précédemment, l'enquête sur le meurtre de Shakur a duré près de 3 décennies, les déclarations de Davis au fil des ans apportant des informations cruciales et des preuves corroborantes. Aujourd'hui, avec la récente inculpation pour meurtre devant un grand jury, Keefe D va être jugé pour son implication présumée, offrant ainsi la possibilité que justice soit enfin rendue. Cette histoire nous rappelle le côté sombre de l'industrie du hip-hop et du monde criminel qui s'y rattache souvent. Elle met en lumière les complexités et les conséquences d'une vie consumée par la violence et la vengeance. Les vies de Keefe D et de Tupac Shakur nous laissent un sentiment de tragédie et de perte. L'héritage de Tupac en tant qu'artiste influent et icône culturelle continue de résonner, tandis que l'implication de Keefe D dans son assassinat nous rappelle avec effroi les conséquences d'une vie imprégnée de criminalité. Le tireur a beaucoup parlé de cette affaire au fil des ans, y compris quelques révélations fracassantes. Lors d'un entretien avec Greg Kading, il a avoué que l'arme utilisée lors de la fusillade était un Glock .40 caché dans un compartiment secret de l'accoudoir de leur voiture. Il a admis qu'il n'avait jamais raconté cette histoire à personne auparavant. Selon ses aveux, Sean Diddy Combs, le célèbre magnat de la musique, aurait ordonné l'assassinat de Tupac et du PDG de Death Row Records, Suge Knight. Keefe D a affirmé que le motif de Diddy découlait de la fameuse dissidence de Knight à l'égard de l'exécutif de Bad Boy lors des Source Awards de 1995. La tension est montée d'un cran
Lorsque Tupac a publié Hit 'Em Up, un morceau dissident cinglant visant Diddy et Notorious B.I.G., Keefe D a affirmé que les conditions du contrat avaient été discutées au Greenblatt Daily, où il a exigé la somme astronomique d'$1 million pour éliminer à la fois Tupac et Knight. Vous vous demandez peut-être pourquoi Keefe D est soudain devenu si à l'aise pour partager toutes ces informations. Eh bien, il a donné à tout le monde un aperçu de son état d'esprit lors d'une interview en déclarant « Je suis le seul en vie à pouvoir vraiment vous raconter l'histoire de l'assassinat de Tupac. Je n'ai rien d'autre à perdre. Tout ce qui m'importe, c'est la vérité. » Ces propos sont tirés d'un documentaire datant de 2018. Il a également été allégué que Keefe avait décidé de se confier en premier lieu parce qu'il souffrait d'un cancer. Quand il a dit qu'il n'avait rien à perdre, il le pensait vraiment. Mais de récentes révélations suggèrent que Keefe n'a jamais vraiment avoué. Elles suggèrent en fait qu'il a menti comme un arracheur de dents pendant des années. Tout d'abord, il a déclaré que c'était Tupac qui avait déclenché la fusillade. Dans son livre, il écrit « Tupac a fait un mouvement erratique et a commencé à passer la main sous son siège. C'était la première et la seule fois de ma vie que je pouvais comprendre l'ordre de la police. Gardez vos mains en évidence. » Au lieu de cela, Pac a sorti une sangle et c'est là que le feu d'artifice a commencé. L'un de mes gars, assis à l'arrière, a attrapé le Glock et a commencé à riposter. Deuxièmement, le témoignage d'un Crip de Southside devant un grand jury a révélé qu'Orlando Baby Lane Anderson n'a jamais été le tireur. Cela contredit littéralement tout ce que Keefe a dit pendant toutes ces années. Le témoin a déclaré qu'étant donné la façon dont ils étaient tous assis dans la voiture cette nuit-là, Baby Lane n'avait aucun moyen de tirer clairement. C'est alors qu'il a remis l'arme à un autre occupant du véhicule, DeAndre Big Dre Smith. En parlant de la taille de Big Dre, le témoin a déclaré « Big Dre fait 6'6", 370, 400. Et vous ne pouvez pas vous pencher sur un grand type comme l'aurait fait un obus sur le visage de Big Dre. Il ne peut pas se pencher, ou quoi que ce soit d'autre. » Après cette déclaration, le témoin a définitivement affirmé que Big Dre était le tireur. Si Keefe D le savait, pourquoi aurait-il menti à ce sujet? Tout d'abord, Baby Lane est mort il y a un certain temps. Il ne peut donc pas dire la vérité à qui que ce soit. Deuxièmement, la notoriété de l'oncle de l'homme qui a tué Tupac est quelque chose que Keefe souhaite. Si vous vous souvenez de son séjour en prison dans les années 80, il en a profité pour se forger une réputation plus dangereuse en tant que membre des Crips. Il s'est passé beaucoup de choses la nuit de la mort de Tupac, et les événements qui l'ont précédé sont également chargés de moments qui ont servi à intensifier la querelle entre la côte Est et la côte Ouest. Les aveux de Keefe D à la police et les déclarations publiques qui ont suivi ont donné un aperçu des dessous de l'industrie musicale et de l'implication présumée de personnalités influentes. Mais des questions restent sans réponse et la recherche de la vérité complète se poursuit. En replaçant ces événements dans leur contexte, nous pourrons peut-être répondre à certaines de ces questions. Les événements de cette nuit-là ne sont connus que de Keefe D, qui, comme nous l'avons déjà vu, n'est pas l'homme le plus fiable, et de Suge Knight, qui n'a encore rien dit à ce sujet et ne le fera probablement jamais. Lorsque Keefe a commencé à parler, il n'aurait probablement jamais pensé qu'il finirait derrière les barreaux ou que l'affaire susciterait à nouveau autant d'intérêt, bien que le meurtre ait eu lieu il y a près de 30 ans. La mort de Tupac. En 1995, Tupac s'est retrouvé empêtré dans une bataille juridique et menacé d'une peine de prison pour agression. C'est au cours de cette période tumultueuse qu'il décide de signer avec Death Row Records, un label connu pour sa réputation controversée, et son affiliation à la scène gangsta rap de la côte ouest. L'une des principales raisons pour lesquelles Tupac a décidé de signer avec Death Row Records était la possibilité de travailler avec son cofondateur, Marion Suge Knight. Suge Knight, figure puissante de l'industrie musicale, a offert à Tupac non seulement un soutien financier, mais aussi une protection et une plateforme pour poursuivre sa carrière musicale tout en étant confronté à des problèmes juridiques. L'attrait d'une collaboration avec Suge Knight, qui avait la réputation d'être à la fois craint et respecté, a sans aucun doute joué un rôle dans la décision de Tupac. La signature de Tupac avec Death Row Records a été accueillie avec enthousiasme et scepticisme. Beaucoup y ont vu une décision stratégique de s'aligner sur un label qui avait une forte présence dans l'industrie du rap, tandis que d'autres ont mis en doute l'éthique et les intentions qui sous-tendaient cette association. Quelles que soient les opinions, la décision de Tupac a marqué un tournant dans sa carrière et a eu un impact profond sur la trajectoire de sa vie. Sous la bannière de Death Row Records, Tupac a sorti son 4e album studio, All Eyes on Me, en 1996. L'album est un succès commercial et critique, se classant en première position du Billboard 200 et obtenant une certification multiplatine. Il contient des singles à succès tels que California Love et How Do You Want It, consolidant le statut de Tupac comme l'un des plus grands noms du hip-hop. Cependant, le passage de Tupac chez Death Row Records n'a pas été sans controverse. L'association du label avec la culture des gangs et sa réputation de violence et d'activité criminelle ont fait froncer les sourcils et alimenter les spéculations sur l'implication de Tupac dans la rivalité hip-hop entre la côte Est et la côte Ouest. Cette rivalité qui opposait Death Row Records à Bad Boy Records, dirigée par Sean Diddy Combs,
a atteint des niveaux dangereux et s'est finalement soldé par la mort tragique de Tupac et de son homologue de la côte Est, The Notorious B.I.G. Il est tragiquement approprié que cette histoire commence et se termine avec Tupac et Biggie. Tu veux le déclencher? Les deux hommes sont assis à une table dans un lieu inconnu, entourés d'eau, d'herbe et d'alcool. Ils étaient loin de se douter que ce moment marquerait le début d'une amitié qui changerait à jamais le paysage du hip-hop. Ils s'appelaient Notorious B.I.G. et Tupac Shakur. C'est en 1993 que leurs chemins se sont croisés pour la première fois sur le plateau de tournage du film Poetic Justice à Los Angeles. Biggie, étoile montante du rap, est sur le point de vivre une rencontre qui va changer sa vie avec Tupac, déjà bien établi. Alors que les caméras tournent, Tupac joue son tube Party and Bullshit en boucle, emplissant l'air de son énergie magnétique. Pour Biggie, c'est un moment de validation. Le signe que son talent est reconnu par quelqu'un qui l'admire. Impressionné par les compétences de Biggie, Tupac l'invite à passer du temps chez lui à Los Angeles. C'est là que leur amitié a commencé à s'épanouir. Ils passaient des heures ensemble, fumant et partageant des histoires, formant un lien qui allait transcender les frontières de l'industrie musicale. Biggie, dans une interview avec Vibe, a décrit leur connexion comme quelque chose de spécial, presque comme un alignement cosmique. « J'ai toujours pensé que c'était un truc de Gémeaux », a-t-il dit. « Nous avons tout de suite eu le déclic et nous sommes restés cool depuis. » Il s'agissait d'une amitié fondée sur le respect et l'admiration mutuelle, Tupac jouant le rôle de mentor auprès du jeune rappeur. Tupac, l'artiste le plus expérimenté, a vu le potentiel de Biggie et a pris sur lui de le guider et de le conseiller. Leur relation s'apparente à celle d'un professeur et d'un élève. Tupac, transmettant sa sagesse et ses connaissances à un Biggie enthousiaste. Il a vu quelque chose en Biggie, un talent brut qui avait besoin d'être nourri, et il était déterminé à l'aider à réussir. Mais ils étaient loin de se douter que les conseils que Tupac donnerait à Biggie reviendraient un jour le hanter. Tupac accordait une importance primordiale à la loyauté et, après la tragique fusillade des Quad Studios en 1994, il a été rongé par un sentiment de trahison. C'est à cette époque que leur amitié sera mise à l'épreuve. La haine entre Tupac et Biggie est née de la conviction que Biggie avait eu connaissance du montage qui a conduit à l'assassinat de Tupac. Les deux artistes étaient étroitement associés à Jimmy Henchman, une figure notoire de l'industrie musicale. Le fait que Lil Sean, un ami de Biggie, ait invité Tupac à la session en studio n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Bien qu'il n'ait jamais été confirmé que Biggie était au courant du complot, Treach, un ami proche de Tupac et membre de Naughty by Nature, affirme que Tupac croyait fermement à l'implication de Biggie. Dans sa chanson Against All Odds, Tupac a clairement indiqué qu'il savait qui était responsable de son assassinat et a exprimé son désir de savoir à qui il pouvait faire confiance. Au fil des mois, de plus en plus de preuves semblent étayer les affirmations de Tupac. Le 20 février 1995, Biggie sort le titre controversé Who Shot Ya, qui est largement perçu comme une dissidence directe à l'égard de Tupac. Cependant, dans un article de Vibe paru en septembre 1996, Biggie a précisé que la chanson n'avait pas pour but de provoquer Tupac et qu'elle avait été enregistrée bien avant la nuit tragique de novembre 1994. Mais la paranoïa et les soupçons profonds de Tupac avaient déjà pris le dessus. L'amitié précoce entre Tupac Shakur et Biggie Smalls témoigne du pouvoir de la connexion et de la passion partagée. De leur rencontre fortuite sur le plateau de Poetic Justice à la formation d'un lien qui allait façonner leur vie, leur histoire était faite de respect mutuel, de mentorat et de la promesse d'un avenir radieux. Mais ils étaient loin de se douter que les graines de la trahison avaient déjà été semées, préparant le terrain pour une tournure tragique des événements qui changeraient à jamais le cours de leur amitié. Cette animosité entre les deux hommes s'inscrira dans la querelle entre la côte Est et la côte Ouest. D'un côté, il y avait Tupac et Suge, de l'autre, Biggie et Diddy. Après tout ce que Suge avait fait pour lui pendant qu'il était en prison, Tupac était prêt à faire n'importe quoi pour le cofondateur de Death Row Records. Sa haine pour Biggie ne fait que l'attiser. Suge Knight a jeté de l'huile sur le feu lors des Source Awards 1995, comme je l'ai mentionné plus haut, lorsqu'il s'est moqué de Diddy. Après être monté sur scène, il a déclaré « Tout artiste qui veut être un artiste et rester une star et qui n'a pas à s'inquiéter du producteur exécutif qui essaie d'être dans les vidéos, sur le disque, en train de danser, vient chez Death Row. » Maintenant que Keef D avait le feu vert pour éliminer Tupac et Suge, tout était en place et les membres de Death Row se sont rendus à Vegas pour un combat contre Mike Tyson. Une fois le combat terminé, l'un des hommes de Tupac a repéré Baby Lane dans le hall de l'hôtel, ce qui a donné lieu à une bagarre. Une altercation physique s'ensuivit, avec des coups de poing et de pied échangés avant que la bagarre ne soit finalement interrompue. Après la bagarre, Tupac et son entourage ont quitté le MGM Grand. Tupac et Suge Knight se sont rendus au club à bord d'une BMW noire, suivis de près par leur entourage. Cependant, leurs plans ont pris une tournure inattendue lorsqu'ils ont été arrêtés par la police pour une infraction mineure au code de la route.
Après une brève interaction, ils ont été relâchés avec un avertissement. Alors qu'ils poursuivent leur route près du strip de Las Vegas, une voiture remplie de femmes s'arrête à côté du véhicule de Tupac. Engageant une conversation amicale, Tupac sort la tête du toit ouvrant et échange quelques mots avec les femmes. La voiture transportant les femmes a poursuivi sa route, tandis que Tupac et Suge Knight se sont arrêtés à un feu rouge. C'est à ce moment-là qu'une Cadillac blanche fait brusquement demi-tour et s'arrête à côté de la voiture de Tupac. Sans avertissement, une pluie de balles jaillit de la Cadillac, frappant Tupac à plusieurs reprises. Il est touché par 4 balles, dont 2 lui transpercent la poitrine. Suge Knight, bien qu'éraflé par un fragment de balle, s'en tire avec des blessures légères. Le rappeur de Death Row a été transporté d'urgence au centre médical universitaire de Las Vegas. Au petit matin, l'entourage de Tupac est resté assis le long d'un trottoir près de l'endroit où l'attaque a eu lieu, attendant anxieusement l'arrivée des inspecteurs de la police criminelle. Le monde entier a retenu son souffle, espérant un miracle, mais comme nous le savons, les blessures de Tupac lui ont été fatales. 2 jours après la fusillade, un informateur de la police a déclaré avoir repéré 2 membres du gang des Crips conduisant une Cadillac blanche à un magasin de stéréo à Compton. Cette information a permis d'impliquer davantage Orlando Anderson et ses associés dans le crime. 6 jours après la fusillade, Tupac Shakur, figure légendaire du rap, est décédé à l'âge de 25 ans. Cette perte a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et a laissé les fans pleurer la disparition prématurée d'une véritable icône. Keith Day a déclaré que c'est le fait que Tupac ait sauté sur son neveu à l'hôtel qui l'a vraiment convaincu de s'en prendre au rappeur. Qui sait ce qui se serait passé si cette altercation n'avait pas eu lieu? Dans son livre, Keith écrit même « Le fait qu'ils aient sauté sur mon neveu nous a donné le feu vert ultime pour agir. Tupac a choisi de ne pas jouer le bon jeu. Orlando Anderson, membre du Southside Compton Crips, a joué un rôle important dans l'altercation qui a eu lieu au MGM Grand et dans les représailles qui ont suivi et qui ont abouti à la mort tragique de Tupac. Son implication, ainsi que les enquêtes et les procédures judiciaires en cours, ont ajouté des couches de complexité à une histoire déjà complexe. C'était plus qu'un simple tube. L'implication de Diddy dans tout cela était cachée à la vue de tous. Keith l'a confirmé dans une fuite du témoignage qu'il a donné à Greg Kading, où il dit que Diddy a en fait réutilisé le véhicule du meurtre dans un clip vidéo. Il a dit « Can I get with it ?» C'était sa toute première chanson, la toute première chanson d'Usher. Il portait un uniforme des Lakers et Combs avait fait danser le petit garçon sur la voiture. Quand je l'ai récupérée, elle était foutue et il a payé pour la faire repeindre. Il m'a envoyé 2500 $ pour ça. Alors que l'implication de Diddy est toujours remise en question, la réputation de Keith Day a pris un coup bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Keith Day, ennemi public numéro 1. La mort de Tupac Shakur a eu un impact profond sur le monde de la musique et du divertissement. Jada Pinkett Smith, une actrice talentueuse connue pour ses rôles dans des films comme Matrix Reloaded et Girls Trip, avait un lien profond et personnel avec Tupac Shakur. Leur lien était plus qu'une simple amitié. Il s'agissait d'une profonde compréhension des luttes et des rêves de l'un et de l'autre. Lorsque la nouvelle de la mort tragique de Tupac est parvenue à Jada, son monde s'est effondré. Lors d'un épisode de son talk show, Red Table Talk, Jada s'est ouverte sur l'immense perte qu'elle a ressentie. Elle a révélé « J'ai subi beaucoup de pertes. Tant de mes amis proches sont partis. Ils n'ont pas atteint 30 ans. Ils n'ont pas dépassé les 25 ans. Beaucoup de gens parlent de ma relation avec Pac et s'en rendent compte. C'était une perte énorme dans ma vie. » Les émotions de Jada ont été profondes lorsqu'elle a exprimé sa colère et sa tristesse face à l'absence de Tupac. Elle a admis « Parce qu'il était l'une des personnes dont je m'attendais à ce qu'elle soit présente. Je suis plus en colère parce que j'ai l'impression qu'il m'a quitté. Je sais que ce n'est pas vrai, et c'est une façon très égoïste de voir les choses. J'ai vraiment cru qu'il serait là pour longtemps, et quand j'y pense, je suis encore très en colère. » Ensuite, Christopher Wallace, mieux connu sous son nom de scène The Notorious B.I.G., a été un personnage controversé dans la vie de Tupac Shakur. Les 2 rappeurs étaient autrefois des amis proches, mais ils se sont retrouvés mêlés à la tristement célèbre guerre entre la côte Est et la côte Ouest du hip-hop. Malgré leur rivalité, la réaction de Biggie à la mort de Tupac a été empreinte d'un mélange d'émotions. Selon Faith Evans, l'ancienne épouse de Wallace, Biggie a été profondément affecté par la nouvelle du meurtre de Tupac. Il a été vu en train de pleurer et d'exprimer sa peur après avoir appris l'incident tragique. Evans se souvient que Biggie a dit « La merde a été foutue quelque part sur le chemin, mais c'était mon nigger ». La relation entre Tupac et Biggie était complexe, marquée à la fois par l'amitié et la rivalité. Ils étaient autrefois alliés, collaborant sur des morceaux et soutenant leurs carrières respectives. Cependant, leur amitié s'est détériorée, alimentée par l'escalade des tensions entre les scènes rap de la côte Est et de la côte Ouest. La mort tragique de Tupac a profondément ébranlé Biggie. C'est un rappel brutal des conséquences de la querelle qui oppose les 2 côtes. La réaction de Biggie reflète l'impact profond que Tupac a eu sur sa vie, malgré leurs différences. La perte de Tupac a laissé un vide dans le monde du hip-hop, et la réaction de Biggie est le reflet de l'immense perte ressentie par l'ensemble de la communauté musicale.
La rivalité entre les deux rappeurs a connu une fin tragique, laissant derrière elle un héritage de questions sans réponse et de potentiel inassouvi. Même l'acteur Mickey Rourke a parlé de sa relation étroite avec Tupac. Il a raconté qu'il se trouvait au Brésil lorsque son manager l'a informé de ce qui s'était passé. Dans une interview, il a déclaré « Mon manager m'a appelé et m'a dit que Tupac s'était fait tirer dessus à Las Vegas et j'ai dit que je rentrais à la maison. Il m'a dit non, 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 il va s'en sortir. Le lendemain, on m'a appelé pour me dire qu'il était mort. » Cet élan d'amour illustre parfaitement l'héritage de Tupac en tant qu'artiste et en tant que personne. Compte tenu de la rapidité avec laquelle il est devenu un paratonnerre de la controverse, il est frappant de constater à quel point le premier album de Tupac, Tupacalypse Now, ne semble pas commercial pour les oreilles modernes. Sorti en 1991, l'album était passionné, politiquement vertueux et parfois didactique. Il s'inspire du type de rhétorique que Tupac a pu assimiler en écoutant les récits de ses célèbres parrains, Geronimo Pratt et Assata Shakur, ainsi que de sa propre expérience en grandissant au milieu du danger écrasant et des privations de l'épidémie de crack des années 1980. Tupacalypse. Now met en évidence le style unique et les prouesses lyriques de Tupac. Il rappait avec la cadence d'un pasteur, aussi à l'aise dans les homélies de style gospel que dans le soufre de l'Ancien Testament, qu'il soit juste ou non. En tant que parolier, il était à l'aise dans une variété de registres, des récits les plus simples et des rimes directes aux explosions vertigineuses d'allitération et à l'abstraction de la peinture. Sa voix, au timbre si particulier, a inspiré d'innombrables imitateurs. Mais peu d'entre eux ont pu reproduire l'engagement et la soif d'apprendre qui animait ses textes. L'album a été salué par la critique et a fait de Tupac une force avec laquelle il faut compter dans le monde du hip-hop. Il s'agit d'une déclaration audacieuse et sans complaisance qui démontre sa capacité à s'attaquer de front aux problèmes sociaux, des brutalités policières au racisme systémique. Les paroles de Tupac reflétaient ses propres expériences et les luttes menées par sa communauté, faisant de lui la voix des sans-voix. La popularité de Tupac grandit en même temps que son influence. Il est devenu un symbole de résistance et de résilience, utilisant sa tribune pour mettre en lumière les problèmes de sa communauté. Mais la célébrité s'accompagne de controverses, et Tupac se retrouve au centre d'une guerre culturelle. Le vice-président Dan Quayle l'a critiqué pour ses paroles, le qualifiant de rappeur gangsta et l'utilisant comme bouc émissaire dans l'arène politique. Sans se laisser décourager par les critiques, Tupac continue à repousser les limites et à remettre en question le statu quo. Il sort son deuxième album, Strictly for My Niggas, en 1993, qui présente un son plus raffiné et plus mature. L'album incorpore des éléments de la fête funk de Digital Underground, tout en réduisant le fossé entre le style de Tupac à Oakland et le centre de pouvoir émergent du hip-hop à Los Angeles. La musique de Tupac n'était pas seulement le reflet de ses propres expériences, mais aussi un appel à l'action pour ses auditeurs. Il les exhortait à dépasser les luttes et les injustices auxquelles ils étaient confrontés et à se battre pour un avenir meilleur. Ces paroles ont trouvé un écho auprès d'une génération qui se sentait marginalisée et ignorée, et son authenticité a touché une corde sensible dans le monde entier. Outre sa musique, le charisme de Tupac et son talent naturel d'acteur l'ont propulsé dans le monde du cinéma. Il a joué dans des films comme Juice et Poetic Justice, mettant en valeur son charme sans effort et sa présence captivante sur le grand écran. Ses performances ont été saluées par la critique et ont renforcé son statut d'artiste aux multiples talents. Malgré sa mort prématurée à l'âge de 25 ans, l'impact de Tupac continue de résonner. Sa musique reste intemporelle, ses paroles sont toujours d'actualité et son héritage en tant qu'icône culturelle perdure. L'histoire de Tupac Shakur est faite de complexité, de contradictions et d'authenticité inébranlable. Il a défié toute catégorisation et a laissé une marque indélébile sur le monde du hip-hop. Imaginez un instant ce qu'aurait pu être Tupac si Keef D n'avait pas participé à son élimination. Lorsque nous réfléchissons aux raisons pour lesquelles il a choisi de rester si discret, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Tout d'abord, il y a l'amour éternel des célébrités et des fans pour Tupac. Ensuite, le fait que Keef a révélé que Diddy était le bienfaiteur et qu'il devra en assumer les conséquences d'une manière ou d'une autre. Pour l'heure, les gens se demandent si le mania du rap sera également inculpé, mais les choses restent floues. Mais si ce que Keef D a révélé est vrai, alors nous savons que Diddy est un homme vengeur, et s'il pense qu'aller en prison n'est pas une punition suffisante pour Keef, il pourrait aussi s'impliquer. Mais concentrons-nous un instant sur les accusations portées par Keef. Dans une interview, Greg Kading a brossé un tableau très réaliste de ce qui se passe réellement dans toute cette affaire, car la situation est bien plus compliquée dans un cadre judiciaire. Il a déclaré « C'est un ex-détenu, un toxicomane reconnu et un membre de gang avoué. Sa crédibilité sera immédiatement mise en doute et un jury ou un juge devra décider. Puis-je croire tout ce que ce type a à dire ?» Il a ajouté que tous les témoins dignes de ce nom étaient morts et qu'il était inutile de le faire comparaître devant un tribunal sans que personne ne vienne corroborer ses dires. Alors, faisons la part des choses. Keef D ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour être derrière les barreaux. Les forces de l'ordre étaient dans l'impasse lorsqu'elles ont essayé de résoudre l'affaire du meurtre de Tupac.
Mais Keefe D ne pouvait pas résister au feu de la rampe et il n'a cessé de faire des allusions à son implication, ce qui a incité les flics à tout réexaminer. De plus, il a impliqué Diddy, l'un des hommes les plus puissants du monde des affaires aujourd'hui. Pour couronner le tout, aucune des autres personnes associées au meurtre n'est encore en vie, de sorte que tout le ressentiment, la colère et la haine que les fans, les amis et la famille de Tupac ressentent encore seront naturellement dirigés vers Keefe. En attendant de connaître son sort, Keefe est devenu un homme qui se cache à la vue de tous, attendant et espérant que tout cela se termine. Mais cela n'arrivera pas. La mort de Tupac est l'une des plus choquantes que l'industrie ait jamais connue et les gens ne l'ont jamais oublié. Ils attendèrent quelqu'un, n'importe qui, à qui faire porter le chapeau. Et en Keefe D, ils ont trouvé l'homme qu'il leur fallait. Lorsque l'on se demande ce qui est arrivé à Keefe D en prison, la réponse est simple. Il a finalement réalisé et compris les conséquences de ne pas se taire. Et voilà notre vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, jetez un coup d'œil à l'une d'entre elles. Je vous retrouverai dans la prochaine.